un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Et sa main velue s'accompagne d'une chanson. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Voici une chronique du groupe Fred Zeller qui a été enregistrée vendredi 10 janvier. Les destinataires de la lettre d'information du groupe Fred Zeller ont reçu récemment une lettre leur proposant de se joindre au banquet traditionnel qu'organise la Libre Pensée dans tous les départements et en Dordogne, donc le groupe Fred Zeller. Alors, le banquet a lieu traditionnellement, en ce qui nous concerne, le dimanche qui précède ou qui suit le 21 janvier. Et donc, pour cette année 2025, ce sera le 26 janvier, à partir de 11h30, à Bourou, au Café Libre de Bourou, qui nous accueille pour une nouvelle fois, donc, partager ce banquet républicain, dit banquet tête de veau. Celles et ceux qui veulent se joindre à ce banquet le peuvent très facilement. Il suffit de nous en informer, puisque bien évidemment, il y a des aspects pratiques qu'il faut pouvoir gérer. Donc, écrivez, passez un petit mail à l'adresse groupe-zeller@lpdordogne.fr en indiquant vos coordonnées pour que l'on puisse bien évidemment vous recontacter, le nombre de repas que vous souhaitez réserver, et puis donc vous nous retrouverez très facilement à Bourou à 11h30, donc le dimanche 26 janvier. Je voudrais aborder dans cette chronique du groupe Fred Zeller une initiative prise par nos camarades de la Réunion contre l'esclavage hier et aujourd'hui. Contribution de la libre pensée de la Réunion à la célébration de la fin de l'esclavage à la Réunion, et c'est une initiative qui s'est traduite donc le 20 décembre 2024. La libre pensée de la Réunion a décidé en cette fin 2024 de s'associer à toutes celles et ceux qui refusent d'oublier la période tragique de l'esclavage, le sommet de l'ignominie, selon l'expression de Victor Schœlcher. Elle a sollicité le libre penseur Jean-Max Roireau, qui fut président du comité du 20 décembre à Saint-Leu et du comité départemental de l'abolition de l'esclavage lors de leur mise en place en 1981. La contribution que je vais vous lire ci-après n'a ni vocation à se substituer, ni à compléter les études et analyses des historiens qui font un travail essentiel, souvent remarquable. Il s'agit ici d'une contribution militante et de témoignages pour ouvrir le débat d'un acteur essentiel des luttes pour les libertés depuis plus de 50 ans. Cet exposé a déjà donné lieu à débat au sein de la libre pensée de la Réunion. Ce débat s'est poursuivi le 20 décembre au matin par une intervention de Gérard Aretz au nom de la libre pensée au rassemblement devant la stèle dédiée à Sarda Gariga au Baraquois. Voici donc la contribution. Commémoration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. À quelques jours de la commémoration de l'abolition de l'esclavage de 1848 à La Réunion, les membres de la Fédération de la Libre Pensée 1974, c'est la Libre Pensée de La Réunion, réunis le 1er décembre 2024, ont souhaité avoir des éléments sur cette période douloureuse qu'a connue notre île. Il m'a été demandé de faire une part de ce travail et c'est avec plaisir que je me suis attelé à cette tâche. Avant d'arriver au 20 décembre 1848, il m'a semblé intéressant de faire un petit retour en arrière afin de mieux comprendre l'histoire de l'esclavage, son évolution, son existence sur la Réunion, son abolition le 20 décembre 1848 et après. Dans les mémoires, l'esclavage se confond avec celui des Noirs et on a oublié cette histoire qui prend ses racines dans des décisions prises dans des pays européens, Espagne, Portugal, Angleterre, France. Au cœur battant de l'esclavage, au XVIe siècle, l'assimilation de l'esclave nécessairement de peau noire est établie, aboutissant à une forme ignoble et achevée du racisme. L'esclavage remonte à la nuit des temps. Certains disent même que dès le début de l'humanité, il y a eu exploitation de l'homme par l'homme. En tout cas, on a des traces vers 1500, 1400 avant notre ère et même des philosophes comme Platon ou Socrate ont estimé que l'esclavage était une chose normale. L'humanité ne s'est pas faite en un jour. Esclavage blanc. Du 7e au 18e siècle, des centaines de milliers de Slaves ont été vendus comme esclaves suite notamment à des guerres. D'ailleurs,
Le mot slave a donné le sens d'esclave et on est allé créer un pays, entre guillemets, qui s'appelait Sclavonie, où étaient parqués les esclaves, parfois castrés, qui étaient vendus aux pays musulmans. Les femmes alimentaient les harems des sultans qui appréciaient les habitantes de la Circassie, au nord du Caucase, de par leur beauté légendaire. On estime à plus de 3 millions de personnes ayant subi cette traite. À cela s'ajoute l'esclavage de chrétiens en Afrique du Nord et au Levant où hommes, femmes et enfants étaient vendus sur les places d'Alger, de Tunis, de Fès et d'autres villes. Bagdad va jouer un rôle important à cette époque car elle va importer des esclaves slaves, turcs, africains, en même temps que du bois, du fer. Elle deviendra la capitale débordante de richesses, de plaisirs, de culture. Les Arabes et l'Afrique. À partir du 7e siècle, les Arabes vont aller à la conquête de l'Afrique. Ils remontent le Nil, font la guerre aux chefs africains et les prisonniers vont alimenter l'armée arabe pour d'autres conquêtes. Les Arabes vont utiliser d'autres techniques que la guerre pour séduire les chefs africains. Ils vont carrément s'entendre avec eux pour des échanges commerciaux, dont bien entendu des esclaves. Les Arabes installent des comptoirs commerciaux et installent l'islam. Il faut signaler les travaux de Pétré Grenouillot qui a montré que la capture des Africains s'est nécessairement appuyée sur une logistique locale, démentant les historiens qui imputaient à l'Europe la totale responsabilité de la traite. Il faut noter qu'en Afrique, il existe un esclavage interne consécutif aux guerres de tribus ou de chefs, les prisonniers deviendront esclaves. Le marché est ouvert non seulement pour les esclaves, mais aussi pour toutes sortes de richesses que possède le continent. Or, ivoire, bois, objets artisanaux, etc. Bagdad va ensuite perdre de son influence au profit du Caire. Les produits du Moyen-Orient vont se répandre en Europe, dont les dirigeants vont s'interroger sur la possibilité d'aller commercer en Afrique. La traite négrière. Le XVe siècle ouvre la route de l'Afrique aux Européens. Le Portugal commence le premier, avec leur caravelle. Les Portugais sont en avance technologique. Ils vont acheter de l'or, du bois, des épices et toutes sortes de produits pour les revendre en Europe. Ils vont aussi acheter des esclaves. Et ils savent que ce marché est très rentable. Mais un problème religieux fait obstacle. Le christianisme prône que les hommes sont tous frères. Le problème moral est résolu le 8 janvier 1454. On est à peu près à la date anniversaire. L'Église catholique, via le pape Nicolas V, bénissent l'esclavage et la traite négrière. Dès cet instant, l'Église catholique a joué sur un triple registre, négrier, coproduisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans le partage des prédations négrières, enfin, en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. Il est peut-être bon de rappeler un extrait de la bulle du pape Nicolas V du 8 janvier 1454 qui a eu pendant des siècles des conséquences désastreuses sur le peuple africain. Citation. Nous avions jadis, par de précédentes lettres concédées au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux-mêmes détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle. Fin de citation. En 1494, le pape Alexandre VI Rodriga Borgia, de son vrai nom, consacra le partage du monde entre le Portugal et l'Espagne par le traité de Tordesillas. Au Portugal provenait l'Afrique, l'Asie et le Brésil, et à l'Espagne le reste de l'Amérique. La controverse de Valladolid, qui a eu lieu en l'Espagne du 15 août 1550 au 4 mai 1551, entre Bartolomé de las Casas, devenu le défenseur des Indiens, premier esclave du Nouveau Monde, et le théologien Juan Guinness de Sepulveda, devant l'employé du pape, il déclare que l'Église catholique ainsi que les royautés espagnoles et portugaises encouragent la traite des Noirs d'Afrique. Dans son magnifique roman historique, Jean-Claude Carrière lui fait dire « S'il est clair que les Indiens, esclaves en Amérique du Sud, sont nos frères en Jésus-Christ, doués d'une homme raisonnable comme nous et capable de civilisation, en revanche, il est bien vrai que les habitants des contrées africaines sont beaucoup plus proches de l'animal. Ces habitants sont noirs, très frustres, ils ignorent toute forme d'art et d'écriture, ils n'ont construit que quelques huttes, ils sont des êtres totalement privés de la partie délibérative de l'esprit, autrement dit de l'intelligence véritable, toute leur activité est physique,
C'est certain, depuis l'époque de Rome, ils ont été soumis et domestiqués. Fin de citation donc du roman historique de Jean-Claude Carrière. À partir de là, toute l'Europe chrétienne est libérée et pendant 4 siècles, on va assister à un trafic d'êtres humains gigantesque, horrible. L'Espagne, l'Angleterre, la France, la Hollande vont rentrer dans le sillage du Portugal, pillant l'Afrique et la vidant de sa population. Toute l'Europe a besoin de sucre, donc il faut planter de la canne. Il faut une main-d'œuvre considérable, disponible, soumise. C'est ainsi que plus de 20 millions d'Africains ont subi l'esclavage. Le commerce triangulaire est né avec toutes ses conséquences désastreuses. Tout ne se passe pas aussi bien qu'on ne le croit, car les esclaves se révoltent parfois. C'est le cas de Sao Tomé en 1595 et de Saint-Domingue en 1791. La France, pays esclavagiste, crée en 1685 les lettres patentes au Code noir afin de réguler les relations entre les maîtres et les esclaves avec pour article 2, citation. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. À la Réunion. La Réunion connaît la servitude dès le début de son peuplement. En effet, sur les 12 premiers occupants, il y avait 2 blancs et 10 malgaches, dont 3 filles, ces derniers devant être les serviteurs des premiers. Les choses semblent se gâter et tous les malgaches vont partir dans la nature, on appelle le marronnage, afin d'éviter les violences sur les filles. En 1670, 22 malgaches furent arrachés de leur famille, amenés ici, à La Réunion, et durent travailler sans salaire ni récompense. Il semblerait toutefois que noirs et blancs se fréquentaient jusqu'au moment où Jacob de la Haye rédige une ordonnance. Défense est faite aux Français d'épouser des négresses, cela dégoûterait les Noirs du service à fournir. Défense encore plus impérative est également faite aux Noirs d'épouser des Blanches. C'est là une confusion à combattre. Jacob de la Haye, que l'on vient de citer, est un général français puis amiral de la marine royale française. Il fut très actif dans l'océan Indien à la fin du XVIIIe siècle. Il débarque à Saint-Denis de la Réunion le 19 novembre 1674 et il va alors rédiger une charte pour la bonne administration civile et militaire de l'île. Avec 25 articles, ce sera la première constitution de l'île. Un de ces articles interdit les mariages interethniques. Le noir est considéré comme inférieur, donc corvéable à merci. On peut considérer que l'esclavage à La Réunion commence véritablement à partir de 1707 et le premier contingent d'esclaves achetés en Afrique va arriver en 1729 par le biais de la Compagnie des Indes orientales. C'est du bétail que l'on amène à l'abattoir. Filles, mal de mer, puanteurs, sans identité, attachés les uns aux autres, fouettés à la moindre occasion, séparés de leurs enfants et de leurs compagnes. Les esclaves viendront surtout de Madagascar par les vaisseaux de côte plus rapides, donc occasionnant moins de pertes de la marchandise humaine. En 1735, sur 8259 habitants, il y a 6573 esclaves et au moment de l'abolition, il y en aura plus de 62 000. La vie des esclaves est épouvantable, peu de nourriture, locaux misérables, punitions sévères, atroces, utilisation de carcans, de menaces, de potences, chaînes, etc. Toutes ces maltraitances, les séparations familiales, vont pousser les esclaves au marronnage, au soulèvement et à toutes sortes de résistances, comme par exemple le recours à l'avortement des femmes pour éviter que leurs enfants connaissent le même sort qu'elles. En 1723, le roi estime qu'il faut pour l'île Bourbon un aménagement du Code noir de 1685 qui expose dans son article premier tous les esclaves qui seront dans les îles de Bourbon, de France et autres établissements voisins seront instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine et baptisés. Le mouvement abolitionniste. Jamais l'Europe ne s'est autant enrichie que pendant cette période de l'esclavage et de la traite négrière. Mais des voix commencent sérieusement à s'élever contre les conditions de transport, de vie, de travail des esclaves. Des mouvements anti-esclavagistes vont naître en Angleterre, en France et notamment après 1770. C'est Condorcet, auteur des réflexions sur l'esclavage des nègres. C'est Briscoe qui fonde la Société des Amis des Noirs. C'est le Père Grégoire. Ce sont Montesquieu, Voltaire. On est proche de la révolution de 1789 et de plus en plus de voix demandent l'abolition de l'esclavage. La Déclaration des droits de l'homme va entraîner en 1794 la première abolition de l'esclavage en France, dans ses colonies. À La Réunion,
on fera tout pour que l'abolition ne soit pas connue. Il y a une omerta sur le sujet, mais dans les maisons des maîtres on en parle et les domestiques entendent et propagent la nouvelle. L'espoir commence à grandir chez les esclaves que la liberté pourrait arriver, d'autant qu'ils connaissent des soulèvements à Saint-Domingue en 1793 et de Sao Tomé. En 1802, Napoléon rétablit l'esclavage, mais maîtres et esclaves savent que la situation ne peut être figée. Malgré tout, la peur s'empare de l'île. Les maîtres ont peur des esclaves parce qu'ils sont nombreux et les esclaves ont peur des représailles des maîtres. Pendant les 40 ans qui vont précéder l'abolition de l'esclavage, des mesures dites d'adoucissement vont être annoncées. Moins de coups de fouet, plus de nourriture, plus de vêtements, accélération du processus d'affranchissement. Pendant ce temps, les Anglais abolissent la traite en mars 1807 et l'esclavage en 1833. Sous pression, la France abolit la traite en 1831, mais se développera malgré tout une traite clandestine pour le besoin de main-d'œuvre. La révolution des esclaves de Saint-Leu en 1811, Saint-Leu de la Réunion, malgré la répression sanglante, montre une aspiration à la liberté. Le mouvement abolitionniste en France prend de l'ampleur avec des personnages célèbres tels que Victor Hugo, Lamartine, le comte de Lille, Brunet, Lacossade, etc., etc. L'espoir d'acquérir la liberté s'accroît de plus en plus chez les esclaves et certains propriétaires commencent à réfléchir à d'autres solutions, par exemple faire venir des engagés indiens. Mais il y a aussi des résistances internes. C'est ainsi que les francs créoles s'organisent. Ils sont farouchement contre l'abolition. Ils proposent même d'aller vers l'indépendance de l'île afin de rester maître du jeu, en route vers l'abolition. La Deuxième République est proclamée en février 1848 et Victor Schœlcher est nommé sous-secrétaire d'État aux colonies. Le 27 avril 1848, il fait adopter le décret d'abolition de l'esclavage. Bien entendu, il faut appliquer ce décret dans toutes les colonies, donc nommer des commissaires de la République. Sarda Garriga est nommé pour cette fonction pour la Réunion. Notons que Victor Schœlcher et Sarda Garriga sont francs-maçons. Le climat social est plutôt tendu. Sur le plan économique, il faut terminer la coupe de la canne. Les esclaves attendent leur liberté et certains petits blancs des hauts affûtent leurs armes. Sarda Garriga débarque à Saint-Denis le 14 octobre 1848 et le 18 octobre, le décret du 27 avril 1848 est promulgué dans la colonie. L'émancipation des esclaves est fixée conformément au décret du 27 avril, 2 mois après la promulgation du décret d'abolition. Pour Sarda Garriga, il s'agit de réaliser l'abolition sans effusion de sang, sans soulèvement. Mais pour le commissaire du gouvernement, il s'agit de répondre aux deux exigences: calmer les esclaves jusqu'au 20 décembre, assurer économiquement l'avenir du pays. Pour répondre à ces exigences, conformément aux vœux des colons, Sarda Garriga va faire le tour de l'île, dans les usines, dans les habitations, afin de rencontrer les Noirs et surtout voir si tout le monde est au travail, car n'oublions pas que pour Sarda Garriga, il y a une devise: Dieu, la France et le travail. Il faudrait ajouter l'ordre. Avant l'abolition et afin d'éviter la désorganisation du travail, Sarda Garriga met en place pour les futurs citoyens un contrat d'engagement de travail d'une durée au moins d'1 an et au plus de 2 ans. La plupart des affranchis vont le signer. Pouvait-il faire autrement en tant qu'esclave? Reste le problème des propriétaires qui se disent ruinés parce qu'ils perdront leurs outils de travail, les esclaves. Sarda Garriga répond à ceci: ils recevront une indemnisation. Si tout se passe à peu près bien, c'est que la franc-maçonnerie a joué un rôle extrêmement important dans la mise en place de l'abolition. Anon des Bassins, plus grand propriétaire d'esclaves à La Réunion et franc-maçon comme Sarda Garriga. Il est convaincu que l'abolition est inéluctable et il va convaincre les autres, qui sont pour la plupart francs-maçons également, qu'il faut accepter la situation. Tout s'est joué à ce niveau. Le 20 décembre 1848. Sarda Garriga annonce devant une foule immense que l'esclavage est aboli. Tout le monde est en liesse. On danse le Ségal Malouya. C'est ainsi que 62 000 esclaves devenaient des citoyens libres. Et après, malgré l'insistance de Sarda Garriga pour que les nouveaux affranchis travaillent, on va assister à un vagabondage massif, au recours aux contrats fictifs. En effet, les affranchis ne veulent plus retourner sur leur lieu de souffrance. Et de plus, dans les 62 000 affranchis, il y a des vieillards, des femmes, des enfants qui ne travaillent pas dans les champs. Le manque de main-d'œuvre est crucial. Alors les propriétaires se tournent vers l'immigration. C'est ainsi qu'ils feront appel à des Indiens, des Malgaches, des Chinois, des Européens, des Comoriens, qui signeront des contrats de travail. On estime à plus de 110 000 arrivés sur l'île entre 1852 et 1870. Dans ces pays d'où viennent ces immigrés,
Il existe parfois des maladies comme le choléra, la peste, la variole, le paludisme. Pour éviter la propagation de ces maladies, la colonie va construire en 1960 les lazarets à la Grande Chaloupe, grand lieu de quarantaine. La Deuxième République instaure le suffrage universel complètement bafoué par les puissants locaux et on va assister aux premières fraudes électorales qui ne seront, hélas, que le début d'une longue série. Le Second Empire supprimera le suffrage universel et prendra par le décret du 13 février 1852 un arsenal de mesures disciplinaires et d'éléments de coercition afin de rétablir l'ordre dans le travail des affranchis, paiement des impôts, retenue sur salaire. La misère est grande dans la colonie et notamment ressentie chez les femmes dont une partie se voue à la prostitution, d'où le développement des maladies telles que la syphilis, cancre, etc. L'intégration des affranchis semble bien imparfaite. Beaucoup végètent dans l'oisiveté, l'indigence, etc. Qu'en est-il du 20 décembre? Il est tombé dans l'oubli par volonté politique officielle, mais les affranchis vont continuer de le faire vivre clandestinement et notamment par l'expression du Maloya. De grandes figures vont résister aux forces de l'ordre pour perpétuer cette musique. 100 ans après l'abolition de l'esclavage en 1948, on va ressortir le 20 décembre de ses cendres et une grande manifestation va avoir lieu à Saint-Denis avec le vote d'une motion à l'unanimité. Et voici ce que dit cette motion. Votée donc à l'unanimité le 20 décembre 1848 sur l'esplanade Sarda Garriga à Saint-Denis. Le peuple réunionnais, travailleurs de toute ville, hommes, femmes, vieux, jeunes, ouvriers, colons, petits artisans, réunis le 20 décembre 1948, esplanade Sarda Garriga à Saint-Denis, à l'appel des organisations démocratiques de l'île, Parti communiste français, Confédération générale du travail, Union des femmes françaises, SPF, Union des jeunes communistes, Union des locataires, pour célébrer le centenaire de la suppression de l'esclavage le 20 décembre 1848 par Sarda Garriga, commissaire général de la République. Proteste contre l'arrêté illégal pris par la municipalité esclavagiste de Saint-Denis osant interdire aux travailleurs de célébrer le centenaire de leur libération par un grandiose défilé populaire, alors qu'elle n'a pas hésité à les bafouer en donnant une rue de Saint-Denis le nom de l'esclavagiste de Villeneuve. Dénonce cette décision qui constitue de la part de cette majorité mal élue qui n'a pu accaparer l'hôtel de ville qu'à la suite de la provocation du 25 mai, une violation des droits formellement reconnus par la Constitution et qui est inspirée tant par la haine que par la peur du peuple. S'élève contre les multiples tentatives de ravir aux travailleurs les mairies que ceux-ci ont arrachées aux fraudeurs réactionnaires, dénonce les tentatives inqualifiables de monter des complots devant permettre de destituer les élus communistes, exige la libération des travailleurs de Saint-Louis, maintenus en prison en dépit de toute justice et de toute légalité depuis 6 semaines déjà, constate que bien que 100 ans se soient écoulés depuis la libération des esclaves, les travailleurs de toutes conditions subissent encore le joug des esclavagistes capitalistes, qu'aucune liberté n'existe véritablement pour le peuple, sans cesse bafouée par les gros propriétaires, usiniers, banquiers et leurs agents, violant systématiquement leurs droits les plus élémentaires. Que les salaires de détresse qui sont encore alloués aujourd'hui ne permettent aux familles des travailleurs de se libérer de l'emprise de la faim, que la mère, avec son salaire diminué de 1/3, ne peut élever ses enfants et se trouve réduite à les voir souvent périr durant leur jeunesse, que les enfants du peuple sont toujours maintenus sous 1000 prétextes dans l'ignorance et qu'ainsi aucune possibilité d'avenir ne leur est ouverte. C'est pourquoi il décide de faire de ce 20 décembre 1948 le point de départ d'un combat accru, plus énergique et plus implacable pour réaliser leur libération véritable. Tous unis, ils s'engagent à lutter pour obtenir la réalisation totale de l'assimilation, l'application réelle de tous les droits sociaux, des salaires dignes permettant aux travailleurs de faire vivre leur famille grâce à la fixation du minimum vital, le salaire égal à travail égal, une intégration rapide de tous les agents et auxiliaires de l'administration, le respect des droits reconnus par l'ordonnance réglementant le colonnat paritaire, l'extension à la Réunion du fermage et du métayage, la suppression de l'exploitation par l'usinier n'étant qu'un façonnier, des mesures propres à éliminer l'ignorance, à offrir aux jeunes des possibilités d'avenir. Mais ils savent qu'ils ne sont pas isolés dans la lutte qu'ils mènent aux côtés du peuple de France, de tous les peuples épris à travers le monde de justice et de progrès. Ils s'engagent également à lutter pour la défense de la République, qui n'accepteront jamais d'être les esclaves des impérialistes négriers américains.
Donc c'était le texte de la motion votée à l'unanimité le 20 décembre 1948 sur l'esplanade Sarda Garriga à Saint-Denis de la Réunion. Le 19 mars 1946, date historique, car la Réunion changera de statut. Elle passe de colonie à département sous l'impulsion de deux communistes réunionnais, Raymond Vergès et Léon Lepervenche. Les 4 colonies deviennent des départements. On aurait dû s'attendre à ce que l'égalité des droits soit appliquée tout de suite. Mais une fois de plus, les gros propriétaires, les favorisés, ont bloqué cette application. Devant cet immobilisme d'une part et la misère criante d'une grande partie de la population d'autre part, Paul Vergès décide de créer le Parti communiste réunionnais avec comme mot d'ordre l'autonomie en 1959, par ailleurs l'année où Firmin Vitry sort le premier disque sur le Maloya. La Réunion va entrer dans une période d'affrontement entre les autonomistes et les départementalistes incarnés notamment par Paul Vergès, PCR, et Michel Debré, homme d'État français. Qu'en est-il du 20 décembre? Après la grande manifestation de Saint-Denis, une nouvelle période de silence est imposée. Seules résistent et s'expriment les prises de position du PCR par le biais de ses sections et par son journal Témoignages. Il a ensuite fallu attendre l'élection de François Mitterrand pour remettre au goût du jour la commémoration de l'abolition de l'esclavage de 1848. En 1981, de grandes fêtes vont avoir lieu dans presque toutes les communes de l'île, sauf celles détenues par la droite. Ce n'est qu'en 1983 que le 20 décembre devient officiellement un jour paumé et férié. Aujourd'hui, toutes les communes, soit de manière symbolique, soit de manière très festive, commémorent le 30 décembre 1848 comme fête réunionnaise de la liberté ou, pour certains, fête d'Afrique. Pourtant, rien n'est définitivement acquis. Les propos du maire de la plaine des Palmistes, Monsieur Johnny Payet, par ailleurs secrétaire du RN, donnent froid dans le dos. Citation: aujourd'hui, on ne doit plus parler d'esclavage. En France, des débats seront ensuite organisés sur l'esclavage et le 10 mai 2001, l'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité, la France étant le premier pays à le reconnaître. En conclusion, la Réunion s'est construite depuis le début de son peuplement sur des violences, sur des inégalités et dans la peur, et cela malgré les changements de statut, des bouleversements politiques. Les inégalités sont encore criantes aujourd'hui. 340 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. 115 000 personnes sont illettrées. De l'ordre de 130 000 à 140 000 chômeurs. Manque de logement. Les conséquences de ces inégalités sont certainement nombreuses. On pourrait s'aventurer à citer quelques-unes. Alcoolisme, violence intrafamiliale, oisiveté, etc., etc. Cet exposé, certes incomplet, contient peut-être des inexactitudes, voire des erreurs dont alors il s'agit bien évidemment du conférencier, hein, euh, donc dont je m'excuse à l'avance car elles sont bien involontaires. Je souhaite, poursuit-il, qu'il soit lu, relu, corrigé afin de se rapprocher le plus possible de la vérité historique. Ce sera pour moi l'exercice de la solidarité entre amis de la libre pensée à qui d'ailleurs je lègue ce travail. Il appartiendra aux membres de la libre pensée de compléter cet exposé en fonction des grands principes qui sont les siens, à savoir liberté, égalité, fraternité. Voilà. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Qui la couvre, elle tient, ton glaive